Dans cette nouvelle capsule vidéo, nous allons voir les grandes théories de l'apprentissage avec un certain nombre d'approfondissements. Tout d'abord, voyons le modèle transmissif. Cette forme classique d'enseignement est la plus connue et la plus vécue. Je la pratique présentement devant vous avec ce cours magistral fondé à partir de mon discours. Le modèle de la transmission est le plus décrié aujourd'hui, mais pourtant encore le plus employé. C'est le modèle de la classe traditionnelle, frontale ou du cours dialogué. Comme vous le voyez, l'enseignant fait cours. Il expose et explique à l'ensemble des apprenants, étudiants ou élèves, un point du programme scolaire, un objet de savoir à faire apprendre. Il transmet des connaissances à des élèves qui écoutent, prennent des notes ou écrivent sous la dictée de l'enseignant selon le niveau de la classe. Tout se joue autour de la prestation de l'enseignant qui fait son cours. La classe s'organise autour du discours de l'enseignant. Ce modèle repose sur des principes cartésiens de la transmission selon lesquels ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. On postule ainsi la clarté expositive de l'enseignant. L'enseignement doit se dérouler selon une progression linéaire calquée sur la logique interne de la matière et la planification des contenus doit être graduée du simple au complexe, en choisissant les bons exemples au bon moment. Et il faut aussi respecter la succession des prérequis. On peut constater qu'avec ce modèle transmissif, il n'y a pas coïncidence entre théorie d'apprentissage et modèle pédagogique. Celui-ci ne renvoie pas aux théories psychologiques de l'apprentissage du courant du XXe siècle. C'est un lointain héritier de l'âge antique et de l'âge de la scolastique du Moyen Âge. La pédagogie antique de Socrate avait pour ambition de faire accoucher des connaissances ses élèves au moyen du cours dialogué. Le plus bel exemple se trouve dans l'ouvrage Le Ménon de Socrate, où d'une certaine manière on perçoit que l'enseignant fait les questions, parfois les réponses et se montre toujours très inducteur. La scolastique était une pédagogie rigide, issue du Moyen Âge qui prenait la mémorisation mécanique de savoir limité et la soumission à l'autorité des anciens, des maîtres et de la Bible. Ce modèle transmissif a une histoire institutionnelle. D'abord en vigueur au sein des universités, il apparaît au début du siècle dernier dans les lycées, puis se répandra dans les collèges. Ce modèle est davantage un modèle d'enseignement que d'enseignement et apprentissage, car les activités proposées sont en quelque sorte satellisées autour de faire cours. L'acte d'apprendre des apprenants ou élèves n'est pas pris en compte. L'activité d'enseignement-apprentissage obéit au schéma de la communication, à savoir émission-réception, ou autrement dit, un schéma cruche-pot, où l'élève est passif en devenant un simple réceptacle. Il ne sait rien, l'enseignant va donc lui remplir le cerveau. Toute l'activité d'enseignement-apprentissage est centrée sur le maître. Celui-ci doit en maîtriser tous les mécanismes, procédés et méthodes pédagogiques appropriés. Dans ce schéma, tout est conçu pour qu'il n'y ait normalement pas d'erreur, et l'on compte pour les éviter sur l'attention des élèves, sur leur concentration, sur leur motivation. L'erreur est donc une faute qu'il faut sanctionner. Pour ce qui concerne l'évaluation, elle vise à mesurer les capacités de l'apprenant à restituer, à reproduire le plus fidèlement possible ce qui lui a été enseigné et à l'appliquer dans des situations proches de celles qui ont été servies lors des cours. Avec ce modèle, l'organisation des contenus d'apprentissage va de pair avec le découpage de l'enseignement en disciplines, matières, c'est-à-dire en ensemble de savoirs considérés être de même nature ou appartenir à un même domaine de connaissances et structurés selon leur logique interne de progression du simple au complexe. C'est ainsi que se justifie l'entrée par les contenus. La préoccupation du pédagogique est de former des têtes bien pleines, j'ai bien dit des têtes bien pleines. Le travail de l'enseignant est centré sur les exigences de la discipline à enseigner. Il effectue chez lui un travail de transposition didactique pour rendre le savoir savant enseignable, de mise en progression des cours en fonction des programmes. En classe, son travail est de transmettre, avec un langage clair et compréhensible, d'expliquer les choses de façon progressive avec de bons exemples. Le schéma
de communication du modèle transmissif montre donc l'enseignant, celui qui sait en position centrale d'émetteur, de transmetteur de connaissances, les élèves, ceux qui ne savent pas, sont en position de récepteur. Du coup, si des problèmes se posent, on les considère comme des problèmes de distorsion dans la réception et la compréhension des informations transmises aux élèves. On parlera d'inattention, d'étourderie, de manque de réflexion. Nous sommes dans un schéma de remplissage. L'enseignant déverse les connaissances. L'élève est le contenant et la connaissance le contenu avec lequel on remplit l'élève. Du coup, apprendre signifie tout simplement mémoriser intelligemment. J'ai bien dit mémoriser. Pour conclure, disons que nous sommes dans une logique du cerveau d'élève à remplir. Pour être efficace, ce modèle requiert nécessairement des élèves attentifs qui écoutent, relativement motivés, voire déjà familiarisés avec ce mode de fonctionnement scolaire, voire même la discipline d'enseignement. Il semble préférable que les apprenants possèdent les prérequis nécessaires pour capter le discours de l'enseignant, qu'ils possèdent une autonomie d'apprentissage suffisante pour faire par eux-mêmes un travail d'appropriation régulier. Alors voyons quels sont les intérêts et limites du modèle de la transmission. Il faut le reconnaître, le modèle de la transmission est économique, puisqu'il s'agit de donner beaucoup d'informations dans un temps limité et pour un public nombreux, ce que vous vivez présentement. C'est ce qui explique que ce modèle est donc utilisé dans les conférences, dans l'enseignement universitaire et même par la télévision. Par contre, ce modèle, de par ses principes méthodologiques, favorise la passivité des apprenants dans la mesure où l'enseignant reste l'acteur principal. La tendance de ce modèle est d'enseigner des contenus en dehors des contextes significatifs pour l'apprenant. Les situations d'évaluation font essentiellement appel à la mémorisation, favorisant de la sorte la restitution ou la reproduction des savoirs en considérant que leur rétention est une fin en soi. On est dans un schéma d'apprendre pour apprendre finalement, mais la réflexion est très absente. Du coup, tous les élèves reçoivent le même contenu au même rythme. Le cours avance au rythme imposé par l'enseignant. Le rythme d'apprentissage des élèves n'est pas ou très peu pris en compte. Ce modèle permet d'avancer plus vite dans le travail scolaire par rapport au programme, mais parfois au détriment de ce que les élèves peuvent réellement comprendre et assimiler. Le modèle transmissif induit vraiment une forme de passivité, une dépendance à l'égard de l'enseignant. Il limite l'engagement de l'élève dans l'apprentissage, le développement de son esprit critique. La question du développement de l'enfant, de l'adolescent, la question de la maturation cognitive des apprenants, comme de la charge cognitive d'apprentissage, ne sont absolument pas pris en compte dans ce modèle de la transmission. Alors, quelques images donc qui illustrent le modèle de la transmission avec un enseignant et son doigt pointé vers des schémas qu'il présente à des élèves. On voit à côté un dessin légèrement humoristique où on voit le maître en chair ou plutôt au-dessus d'une très haute estrade qui monte au niveau du cerveau de l'élève où il va apporter de la connaissance, du savoir. On parle d'apports magistraux et on observe qu'en fait il va déposer dans le cerveau de l'élève des connaissances brique après brique. Et ce schéma peut aussi s'illustrer entre la tête vide et la tête pleine. L'élève ne sait rien et l'élève, grâce au professeur, va savoir tout, ce qui est la situation finale souhaitée. Passons maintenant au modèle behavioriste. Le behaviorisme est la première grande théorie de l'apprentissage à avoir fortement marqué les domaines de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. Ce courant théorique exerce encore aujourd'hui une influence très forte, notamment dans les pays anglo-saxons. Avec le behaviorisme, terme créé en 1913 par l'américain Watson à partir du mot behavior, signifiant comportement, la psychologie est devenue la science du comportement. Le comportement dont il est ici question n'est pas une attitude ou une manière d'être de l'élève. Il s'agit en fait de la manifestation observable de l'apprentissage, celle qui permettra de s'assurer que l'objectif visé est atteint. Pour la psychologie behavioriste, le seul objet d'étude digne d'intérêt est le comportement et non la conscience, comme le postule la psychologie classique.
On ne peut donc parler que des phénomènes observables. Pour un behavioriste, donc, apprendre, c'est modifier un comportement, et une fois que ce comportement est modifié, il est observable, donc l'objectif d'apprentissage est bel et bien atteint. Le behaviorisme n'a pas très bonne presse chez nous, car il est souvent réduit au conditionnement avec le fameux schéma stimulus-réponse issu des travaux de Pavlov, ainsi qu'au conditionnement opérant de Skinner avec ses renforcements positifs ou négatifs, c'est-à-dire les récompenses et les punitions. On a d'ailleurs tous connu une scolarité avec des bons points donnés par la maîtresse et des cols ou des devoirs supplémentaires donnés par le professeur de maths ou de biologie au collège. Modèle behavioriste, notons que le modèle behavioriste a dépassé ce mécanisme d'apprentissage de type primaire qui fait penser davantage au dressage qu'à l'éducation. En effet, sont issus du behaviorisme notamment l'enseignement programmé, la pédagogie par objectif et l'enseignement assisté par ordinateur, ainsi que le développement actuel des référentiels de compétences et de la pédagogie de maîtrise. Tout un savoir-faire de développement de séquences pédagogiques est né donc finalement des apports de la psychologie behavioriste. Et d'une certaine manière, on s'en sert encore dans l'enseignement numérique. Des chercheurs en psychologie reconnaissent la force du behaviorisme qui a été de proposer cependant une théorie complète de l'apprentissage en le définissant ainsi. Apprendre, c'est devenir capable de donner la réponse adéquate en insistant sur les mécanismes de répétition pour apprendre, en opérationnalisant des objectifs d'apprentissage, en développant un apprendre par essai-erreur, en provoquant des renforcements positifs en cas de bonne réponse et des renforcements négatifs pour rectifier les erreurs. Pour autant, on peut s'interroger, le renforcement négatif est-il une bonne solution ? Quant aux essais-erreurs, ils ne sont pas toujours reconnus par tous les tenants du behaviorisme, mais nous y reviendrons. Les behavioristes considèrent que les structures mentales sont comme une boîte noire à laquelle on n'a pas accès et qu'il est donc plus réaliste et efficace de s'intéresser aux entrées et aux sorties qu'au processus même, c'est-à-dire, comme j'en ai déjà parlé, s'intéresser à la boîte noire pour eux est une affaire impossible. Le behavioriste détermine et identifie alors les différents comportements observables que peuvent manifester les apprenants face à des stimulations dans une situation d'enseignement-apprentissage. Et c'est ce qu'on appelle les objectifs pédagogiques. Un objectif pédagogique est une réponse interne que l'apprenant traduit concrètement en comportement observable face à une stimulation du milieu qui est ici une situation d'enseignement-apprentissage. Autrement dit, c'est l'expression des résultats attendus traduits en comportement après une intervention pédagogique. L'enseignant s'attache alors à définir les connaissances à acquérir, non pas d'une manière mentaliste en usant de termes comme compréhension, esprit d'analyse ou de synthèse qui concernent ce qui se passe à l'intérieur de la fameuse boîte noire, mais en termes de comportements observables qui devront être mis en œuvre en fin d'apprentissage. Ce qui est attendu au niveau des élèves, ce sont des comportements du genre l'élève devrait être capable de plus un verbe d'action. Un verbe d'action qui peut être distinguer, nommer, reconnaître, classer, et non un verbe de type mentaliste, c'est-à-dire comprendre, savoir, réfléchir, qui finalement désigne des activités relativement vagues, en certains endroits des contenus à faire apprendre. Travailler au plus près des comportements permet donc d'être plus précis quand on parle d'objectifs pédagogiques, de compétences à maîtriser. Et c'est ça la force du behaviorisme, ou ce que nous a apporté le behaviorisme. C'est donc de pouvoir être plus précis quand on parle d'objectifs pédagogiques, de compétences à maîtriser. Par exemple, en classe ou en corrigeant des travaux écrits, il y a une manière de faire des observations, mal compris à revoir, qui n'aide pas l'élève à bien repérer ce qui ne va pas, aussi bien d'ailleurs que ce qui est correctement réalisé. Quand on corrige en mettant mal compris, cela n'éclaire pas vraiment l'élève sur ce qu'il a mal compris. Travailler précisément au niveau des observables permet davantage à l'élève d'identifier ses erreurs et de travailler à les rectifier dans des situations de réinvestissement, dans des exercices de systématisation auxquels correspond un objectif précis. Les pédagogies qui favorisent les fichiers autocorrectifs sont proches de cette démarche d'apprentissage.
On est, en définitive, dans une logique des kilomètres d'exercices à effectuer, une logique de la machine à apprendre de manière segmentée et structurée, selon des objectifs définis, à partir de répétitions et d'exercices de systématisation en vue de création d'automatismes. Cela fait penser aux apprentissages systématiques des tables de calcul, des tableaux de conjugaison, aux exercices du bled en grammaire visant à faire acquérir des automatismes orthographiques, ou pour les adultes, on peut penser au code de la route, visant également à produire du réflexe, de l'automatisme en conduite automobile. Ils sont fort utiles. Le behaviorisme renvoie à la mémorisation, l'automatisme, le réflexe, le comportement conditionné qui est visé. Avec comme mode d'évaluation, souvent le QCM, le questionnaire à choix multiples, qui, dans certains ouvrages, sert de mode de révision, voire d'outil d'apprentissage, désastreux pour des disciplines scolaires qui engagent la réflexion, parfois utile pour apprendre le code phonétique d'une langue, ou, j'y reviens, le code de la route. Alors, quels sont les aspects positifs et négatifs du behaviorisme? Voyons cela plus en détail. Le modèle behavioriste limite le risque de dogmatisme verbal de la part de l'enseignant, l'obligeant à se centrer sur l'élève et sur la tâche intellectuelle que celui-ci doit réussir, plutôt que sur l'organisation de son propre discours et sa progression. Cette forme de décentration, cette façon de sortir de soi-même, a contribué à favoriser les échanges entre enseignants sur leurs gestes professionnels. L'efficacité de ce modèle s'est avérée dans les apprentissages techniques ou professionnels, en particulier dans les formations courtes à caractère technique, quand ce qui compte est bien la modification d'un comportement, l'obtention d'un nouvel automatisme, la connaissance d'un algorithme d'action. Ce modèle d'apprentissage a contribué à renouveler les pratiques en matière d'évaluation. C'est grâce à lui qu'on peut s'assurer qu'une question correspond bien à l'objectif qu'on s'est fixé. Il constitue un outil efficace dans la concertation entre enseignants lorsqu'on cherche à s'assurer qu'on a les mêmes buts, que les mêmes mots ne recouvrent pas deux projets distincts. Cela permet finalement de parler un langage commun. Quelques aspects négatifs, c'est la pédagogie par objectif qui fait le mieux prendre conscience des distorsions souvent considérables qui existent entre ce que l'enseignant se propose de faire acquérir, les objectifs généraux et les buts, et ce qui se passe réellement pour l'apprenant, les objectifs opérationnels. L'opérationnalisation des objectifs à atteindre fait que l'enseignant se trouve rapidement face à un trop grand nombre d'objectifs à viser au même moment, ce qui limite ce genre de pratique. Il y a trop d'objectifs pour l'élève. Réduire un apprentissage complexe en une succession d'apprentissages plus simples peut avoir comme effet que, même si un élève satisfait à toutes les étapes intermédiaires de l'apprentissage, il peut ne pas maîtriser l'apprentissage complexe visé initialement. Le tout peut ne pas être la somme des parties qui le composent. À force de vouloir réduire les difficultés inhérentes à un apprentissage, on peut finir par les contourner et amener les élèves à réaliser des tâches où ils n'apprennent plus suffisamment. Le risque est qu'à force de segmenter les savoirs de manière utile en partant du plus simple au plus complexe, c'est de perdre de vue tout l'ensemble, la globalité. Et donc, on va trop analyser finalement ce qui est à apprendre au détriment d'une synthèse. Et parfois, la synthèse, elle est entièrement à la charge de l'élève, ce qui peut être aussi très problématique. Voyons donc justement des illustrations sur le modèle behavioriste. Donc là, on voit bien donc le maître, le professeur, l'enseignant qui tire l'élève par la main et qui va l'aider et lui permettre de gravir les marches d'un escalier. Chaque marche est une étape intermédiaire dans l'acquisition d'un objectif final. On passe d'un état de connaissance initiale à un état de connaissance finale, ce qui est donc très intéressant, mais avec le risque de perdre de vue la globalité et d'une certaine fixation sur trop d'étapes intermédiaires qui peuvent tuer l'esprit de synthèse. Voilà les limites. Mais en même temps, quand on détermine des objectifs opérationnels très précis, les objectifs sont très clairs. Les objectifs à atteindre sont très clairs pour les élèves. Et cela peut favoriser donc de l'autorégulation, un savoir prendre en compte mieux ses erreurs, un savoir mieux se corriger pour l'élève. Il sait où il va, il sait ce qu'on attend de lui.
Et ça, c'est quand même un apport très important et très intéressant de la psychologie behavioriste. Alors, on voit bien sûr le maître qui surveille, qui s'intéresse donc forcément aux erreurs pour essayer d'intervenir dans la mesure du possible près d'une élève qui est en train de faire des exercices, moment classique de la scolarité. Et puis un exemple aussi, autre exemple donc, le QCM, le questionnaire à choix multiples qu'on peut retrouver notamment sur les plateformes d'enseignement numérique. Voyons maintenant le modèle cognitiviste. Le cognitivisme est le courant de recherche scientifique endossant l'hypothèse que la pensée est un processus de traitement de l'information. Ce cadre théorique s'oppose dans les années 1950 au behaviorisme, lequel mouvement remettait en question la scientificité de l'étude de la cognition, celle-ci n'étant pas directement observable. Le cognitivisme est une nouvelle approche de la compréhension de l'esprit. Il prolonge et déborde des frontières du comportementalisme au behaviorisme, en allant voir du côté de la boîte noire, en cherchant à comprendre les mécanismes internes en jeu dans les représentations symboliques, le raisonnement et la résolution de problèmes. L'électrophysiologie, l'imagerie de l'activité cérébrale et l'informatique ont rendu possible cette aventure scientifique plus connue sous le nom de sciences cognitives. On retient essentiellement de cette approche son application à la pédagogie, considérer l'élève comme un sujet engagé activement dans la construction de ses savoirs et savoir-faire. Ce processus dynamique ne considère pas l'apprentissage comme une accumulation de connaissances, mais dans l'organisation et la réorganisation des connaissances. On s'intéresse ainsi à la mobilisation des stratégies cognitives et métacognitives chez l'apprenant, qui devient ainsi un sujet actif d'apprentissage, dont l'activité est organisée par un enseignant ou un formateur soucieux d'assurer une médiation favorable par l'instauration de situations didactiques motivantes, mobilisatrices et des étayages suffisants. Ici donc l'apprenant traite de l'information, son cerveau est à réorganiser. Le modèle constructiviste que nous allons voir est justement issu du cognitivisme. Le constructivisme nous renvoyant à cette idée, à ce principe de construction du savoir. Donc s'il y a construction du savoir, il y aura bien sûr un étayage, une aide, une assistance de la part de l'enseignant, donc un intérêt à regarder du côté du cerveau pour voir comment les élèves construisent le savoir. Avec le modèle constructiviste, les connaissances se construisent par ceux qui apprennent. Pour le constructivisme, acquérir des connaissances suppose l'activité des apprenants, l'activité de manipulation d'objets et d'idées, de connaissances, de conception. L'enseignant met en scène l'activité scolaire qui vient parfois bousculer, contrarier les manières de faire et de comprendre qui sont celles de l'apprenant. L'individu est donc le protagoniste actif du processus de connaissance, et les constructions mentales qui en résultent sont le produit de son activité. Pour Piaget, celui qui apprend n'est pas simplement en relation avec les connaissances qu'il apprend, il organise son monde au fur et à mesure qu'il apprend en s'adaptant. Pour Piaget, l'intelligence est adaptation. Cette perspective constructiviste insiste sur la nature adaptative de l'intelligence, sur la fonction organisatrice structurante mise ainsi à l'œuvre. Cette capacité d'adaptation s'appuie sur deux processus d'interaction de l'individu avec son milieu de vie, l'assimilation et l'accommodation. L'assimilation se caractérise par l'intégration de nouvelles idées, analyses, notions ou nouvelles situations à des cadres mentaux déjà existants. Il y a donc un enrichissement cognitif. En revanche, le processus d'accommodation est marqué par l'adaptation du sujet à des nouvelles situations qui nécessitent une modification de ses cadres mentaux. L'apprenant est donc poussé à une réorganisation de ses connaissances, à une modification de sa manière de voir les choses, à la modification de ses conduites et structures cognitives. Donc là, on parlera d'accommodation. Ces deux processus, assimilation et accommodation, caractérisent l'intelligence entendue selon Piaget comme adaptation, c'est-à-dire comme recherche du meilleur équilibre ou meilleure solution ou meilleur compromis, plus favorable à l'individu qui apprend. Ce modèle constructiviste prend donc le contre-pied du courant behavioriste. Dès lors, on tente de construire une science de la cognition en étudiant le système cognitif
sa structure et son fonctionnement. De ce point de vue, l'opération consiste à ouvrir ce que les behavioristes appellent la boîte noire, en se centrant ainsi sur les activités mentales de l'individu et les structures qui les sous-tendent, et non seulement sur les variations de l'environnement. Cette nouvelle approche se veut être avant tout une psychologie de la connaissance. C'est alors considéré qu'à l'école, on va manipuler des savoirs à acquérir, mais aussi convoquer des activités intellectuelles chez les élèves afin de les conduire à construire leur savoir par eux-mêmes, construire leur savoir de leur propre mouvement, par leur propre mouvement. On voit avec le schéma sur cette diapositive le passage donc d'un ancien équilibre à un nouvel équilibre. C'est toujours le jeu même de l'apprentissage, l'enseignement-apprentissage, passer d'un équilibre ancien à un nouveau. Et entre-temps, il y a la phase de déséquilibre qui correspond à ce que Philippe Mérieux a appelé la situation problème, une forme de défi, un handicap à surmonter, qui va convoquer un certain nombre d'activités intellectuelles chez l'élève, qui va devoir mobiliser des ressources qu'il possède internes, et des ressources internes, qu'il possède déjà, et peut-être aussi être inventif, voilà, essayer d'être inventif, créatif, et à partir de ces ressources internes qu'il possède déjà, de manière à se sortir d'affaire, à trouver un nouvel équilibre, et ce nouvel équilibre, il va le trouver finalement par un savoir-faire nouveau, grâce à des connaissances qu'il aura nouvellement conçues, et qui sont finalement la visée d'apprentissage de l'enseignant. L'approche constructive en matière d'apprentissage ouvre sur des pratiques de pédagogie active. Elle rejoint certaines options et pratiques du vaste courant de la pédagogie nouvelle et active qui court sur un siècle, des années 1880 aux années 1970. Cette approche considère davantage l'élève comme l'artisan de ses connaissances, place ceux qui apprennent en activité de manipulation d'idées, de connaissances, de conception, de manière de faire, valorise les activités d'apprentissage en mettant l'élève en position centrale dans les dispositifs d'enseignement-apprentissage. D'autre part, les connaissances se construisant sur la base des connaissances antérieures, les enseignants ont intérêt à se donner davantage d'outils permettant d'évaluer les prérequis, c'est-à-dire les savoirs et savoir-faire dont disposent les élèves, à tenir compte des représentations, des conceptions des élèves, car elles peuvent soit servir de point d'appui, soit faire obstacle à l'acquisition de connaissances nouvelles. La situation d'apprentissage de base constructiviste par excellence est, je l'ai dit, la situation problème. Pourquoi ? Parce qu'elle est à même de favoriser le développement d'un conflit cognitif, lequel apparaît dans la théorie constructiviste comme capable de générer des changements conceptuels, de faire progresser les élèves, de passer donc d'une situation d'ancien équilibre à un nouvel équilibre, à se sortir d'affaire de la situation problématique, à sortir de cette phase de déséquilibre en construisant les ressources nécessaires, le savoir-faire ou le savoir tout court nécessaire et qui était visé par l'enseignant. La situation problème est telle que ce que l'élève connaît et sait faire actuellement n'est pas immédiatement suffisant pour qu'il puisse répondre correctement. Mais cela dit, ce n'est pas trop éloigné de ce qu'il peut faire, de façon à ce qu'il puisse trouver par lui-même une solution. Voyons maintenant le modèle socio-constructiviste. Par rapport au constructivisme, l'approche socio-constructive introduit une dimension supplémentaire. C'est celle des interactions, des échanges, du travail de verbalisation, de co-construction, de co-élaboration. Chez les socio-constructivistes, l'apprentissage est davantage considéré comme le produit d'activités socio-cognitives liées aux échanges didactiques enseignant-élève et élève-élève. Dans cette perspective, l'idée d'une construction sociale de l'intelligence est prolongée par l'idée d'une auto-socio-construction des connaissances par ceux qui apprennent. Auto parce qu'il y a soi pour apprendre et construire ses connaissances pour apprendre, sociaux parce que cela va s'effectuer avec les autres, et construction, l'idée même du constructivisme. Dans le cadre socio-constructiviste, ce qui se joue dans les apprentissages n'est pas seulement l'acquisition de connaissances nouvelles ou la restructuration de connaissances existantes, c'est également le développement de la capacité à apprendre, à comprendre, à analyser. C'est également la maîtrise d'outils. Ce n'est donc plus seulement par ce que l'enseignant transmet et par les formes de mise en activité des élèves confrontés à des situations de problème que les élèves apprennent.
C'est par des mises en interactivité entre élèves et entre enseignants et élèves que le savoir se construit. Un dispositif d'enseignement-apprentissage dans une perspective socio-cognitive conduit donc au travail en groupe et au tutorat entre élèves. Le psychologue Vygotsky est au socio-constructivisme ce que Piaget est au constructivisme. Ce sont donc deux auteurs majeurs que je vous invite à lire, bien sûr. Cette approche socio-cognitive, qui relève donc du modèle socio-constructiviste, s'appuie sur quelques notions et concepts fondamentaux. Brunner et le processus d'étayage, lié au concept de la zone proximale de développement, qui est un concept clé de Lev Vygotsky. L'étayage désigne, pour Brunner, l'ensemble des interactions d'assistance de l'adulte permettant à l'enfant d'apprendre à organiser ses conduites afin de pouvoir résoudre seul un problème qu'il ne savait pas résoudre au départ. L'adulte prend en charge les éléments de la tâche que l'enfant ne peut pas réaliser seul. Ça, c'est quelque chose que vous avez, je pense, connu à l'école, lorsque l'enseignant vient vous aider et que vous n'arrivez pas à effectuer un exercice ou à trouver la bonne réponse, que ce soit seul ou dans un groupe de travail, et qu'il va prioriser certaines tâches à effectuer sur d'autres, ou donner quelques indications ou quelques indices pour sortir d'affaires ou d'un embarras lorsque trouver la solution patine un peu. Alors cela va avec la zone proximale de développement, un concept de Vygotsky. La zone proximale de développement, on dit aussi la zone de proche développement, c'est la distance entre ce que l'enfant peut effectuer et apprendre seul et ce qu'il peut apprendre uniquement avec l'aide d'une personne plus experte, un adulte ou un enseignant. L'intérêt de ce concept est d'orienter le travail du professeur non pas uniquement en fonction du passé, en tenant compte des fonctions arrivées à maturité, mais aussi et davantage en fonction de l'avenir, en déclenchant le développement proche par des apprentissages adaptés. Ce que l'enfant est en mesure de faire aujourd'hui en collaboration, il saura le faire tout seul demain, écrit Vygotsky. L'autre intérêt, c'est de considérer que les différences entre élèves ne portent pas nécessairement sur les acquis, mais peuvent tenir à leur marge de progression. La zone proximale de développement est donc la distance entre le niveau de développement actuel et le niveau de développement potentiel de l'apprenant. Tout acte d'apprentissage ne doit pas viser le niveau actuel, mais le niveau potentiel, ce que l'apprenant est en potentialité d'apprentissage. Ce que le sujet n'aurait pas pu accomplir seul, il va l'accomplir grâce à la médiation de quelqu'un, grâce au soutien, grâce à l'aide, grâce à l'étayage de quelqu'un au sein de sa zone proximale de développement. Cela consiste tout bonnement à situer l'apprentissage que l'on va demander à des élèves, à des étudiants, ni en deçà de ce que les étudiants ou élèves peuvent faire, sinon c'est répétitif, ils vont s'ennuyer, et non au-delà de ce qu'ils peuvent effectuer seuls ou en groupe, car c'est trop éloigné de leur possibilité de solutionner le problème, leur possibilité de réflexion, de raisonnement, d'apprentissage. Sinon, c'est le désintérêt, la démotivation. Donc, finalement, c'est un moyen d'avoir en tête un curseur où il s'agit de n'être ni trop simple ni trop complexe, mais situer l'apprentissage là où l'adulte peut amener l'apprenant avec succès à son apprentissage, à résoudre des problèmes, des situations problèmes et à construire son savoir. Un autre concept lié au socio-constructivisme, le conflit socio-cognitif. Selon Doise et Perret-Clermont, est un élément moteur du processus d'apprentissage, c'est la confrontation à un problème entre plusieurs élèves, entre plusieurs enfants, adolescents, même entre plusieurs adultes, en formation des adultes. Il est formateur, ce conflit socio-cognitif, dans la mesure où il permet à l'enfant, à l'apprenant, à l'élève de prendre conscience du point de vue d'autrui et de reformuler le sien. Après avoir pris du recul sur le problème, l'enfant va construire son avis en jaugeant laquelle des solutions est la plus adéquate. La métacognition est la cognition sur la cognition, autre concept important. Autrement dit,
La métacognition consiste à avoir une activité mentale sur ses propres processus mentaux, c'est-à-dire penser sur ses propres pensées. Très clairement, c'est à la fois faire du vélo et se regarder pédaler, faire du vélo. La métacognition désigne l'activité de l'apprenant qui s'exerce à partir du moment où il n'est plus dans l'action, mais dans une réflexion, verbalisée ou non, sur cette action. Il est démontré que cette activité, permettant une prise de conscience des procédures, des méthodes et des processus intellectuels mis en œuvre pour résoudre un problème, améliore l'acquisition des connaissances et le transfert des acquis. Il est vrai que plus je vais me connaître en tant qu'apprenant sur ma manière d'apprendre, sur ma stratégie pour résoudre des problèmes, mieux je vais réussir à l'avenir, à la fois à apprendre et à résoudre des problèmes. Le concept de secondarisation désigne des activités de pensée sur les objets de savoir manipulés, exposés, découverts en classe. Il s'agit de conduire les élèves à exercer des activités de pensée, à réfléchir sur leurs faire, sur leurs activités de classe, sur le sens qui existe derrière l'effectuation de la tâche scolaire. Il ne s'agit pas de faire pour faire, mais de faire pour théoriser. Il s'agit de sortir de la matérialité de la tâche scolaire, mais dans une forme d'objectivation des tâches scolaires, où ce qui est visé, ce n'est pas relié à un sujet, à un verbe, ce qui est visé, c'est la relation sujet-verbe, c'est pas tirer des flèches. Et c'est ça que les élèves doivent comprendre. C'est tout le sens d'une leçon de grammaire, non pas relier des mots entre eux, mais bien comprendre le lien existant, le concept même de sujet du verbe, par exemple. Faire un exercice de grammaire, ce n'est pas remplir des trous dans un texte, c'est apprendre ce qui est visé par l'enseignant, c'est-à-dire le concept. Donc la secondarisation, c'est un principe qui permet bien d'amener à une conscientisation des savoirs. L'enseignant peut stimuler l'explicitation chez les élèves au moyen de questionnements, comme l'interroger sur ce qu'il a fait pour effectuer son activité scolaire, quelles furent ses difficultés et facilités devant la tâche scolaire, quelles furent ses stratégies pour réussir, ce qu'il retient, à quoi cela va-t-il lui servir. Des bilans métacognitifs et de secondarisation, conscientisation du savoir peuvent être prévus, ainsi dans la préparation de la classe. Alors, avantages et limites du modèle constructiviste. Alors, les avantages, l'apprenant est confronté à un problème à résoudre permettant d'emblée de mettre du sens à son apprentissage, de le motiver, les conceptions initiales inadéquates ayant été détruites ou réorganisées, elle ne risque plus de refaire surface et le nouvel état d'équilibre s'installe dans la durée. Les limites du modèle constructiviste, l'enseignement fondé sur ce modèle est très coûteux en temps, il nécessite un haut niveau de compétence de l'enseignant ou formateur, autant pour la conception de la situation didactique que pour la gestion des relations et de la communication. Un solide bagage didactique est appelé. Il est parfois difficile de trouver des situations aux problèmes adéquates et suffisamment résistantes afin que l'apprenant mobilise de nouvelles compétences attendues qui sont l'objet d'apprentissage et observe que ses capacités en la matière sont obsolètes et demandent d'être corrigées, restructurées. La phase de déstabilisation est délicate chez certains, en particulier ceux en grande difficulté, les élèves en grande difficulté. C'est une phase transitoire où l'apprenant doit vraiment maintenir son adhésion à la tâche. Autre modèle, le modèle connexionniste. Le connexionnisme est une approche issue du cognitivisme. Ce modèle possède une vision spécifique de l'esprit humain conçu comme un système de connexion. Le connexionnisme modélise les phénomènes mentaux ou comportementaux comme des processus qui émergent de réseaux d'unités simples interconnectés. Ces systèmes sont des grands réseaux aux entités très simples, des nœuds interconnectés opérant en parallèle. On peut penser au système interconnecté de l'Internet, la toile d'araignée faite d'interconnexions, mais rapportée au niveau de l'esprit humain. D'ailleurs, le connexionnisme considère les performances humaines supérieures à celles de la machine. Il explique cela par la structure de l'architecture neuronale du cerveau, organisée en réseau pour traiter des informations simultanément et en un nombre élevé, contrairement à l'ordinateur reliant les informations par unité séquentielle.
l'esprit humain peut avoir des fois, je pense en bien des cas, plus de facilité de tissage, de liens peut-être et d'inférence qu'un ordinateur qui aurait été insuffisamment programmé. Mais il est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, les choses évoluent très rapidement actuellement. En termes d'apprentissage, le modèle connexionniste donne le primat aux interactions, aux liaisons adéquates, aux interdépendances et aux interconnexions que le cerveau organise, se démarquant ainsi de la représentation d'une acquisition des connaissances en termes de stockage dans une mémoire statique. Ici, le cerveau des apprenants est donc un cerveau à organiser en réseau de savoir, et ça c'est quelque chose à retenir, les réseaux de savoir. Il s'agit de conduire les élèves à organiser leurs connaissances dans des réseaux, à les tisser pour augmenter leur signification. Un objectif d'apprentissage, lié à un savoir, appartient toujours à un domaine plus englobant, plus général, d'où la nécessité d'amener les élèves à penser en termes de réseau de savoir, à décloisonner ce qui peut apparaître comme des petits morceaux de savoir, de connaissances qui est donné au fil des leçons, au fil des jours, au fil des mois. Tout ça prend plus de sens quand on rapporte les petits bouts, les petits sous-ensembles dans des grands ensembles, c'est-à-dire lorsque l'on organise les choses apprises en réseau de savoir. L'outil que forme la carte mentale est un bel exemple, donc à la fois du modèle connexionniste, mais aussi de ce que l'on peut faire en classe. C'est vraisemblablement un outil d'apprentissage à développer à tout âge, dans toute discipline d'enseignement, ce qui permet finalement de donner plus de sens aux apprentissages effectués sur une certaine temporalité en voyant les liens et les non-liens existants entre eux. Alors, voyons maintenant un autre modèle à ne pas confondre, c'est le modèle connectiviste. Connexionnisme, connectiviste, c'est proche. Le connectivisme est un modèle très récent, développé en 2005 par les théoriciens de l'apprentissage Stephen Downes et George Siemens. Cette théorie est inscrite dans notre époque, et encore plus actuellement, et interroge le processus d'apprentissage à l'ère du numérique, dans un monde connecté en réseau. Le savoir est accessible par tous, on le sait au moyen de l'Internet. La progression des nouvelles technologies modifie le fait d'apprendre et exige un regard critique sur toutes les informations délivrées, voire la vérification des sources et des informations par de multiples croisements. Aussi, certains enseignants sont appropriés les possibilités des nouvelles technologies tout en éduquant à ce nouveau média et en livrant des savoirs et savoir-faire vérifiés. Cela favorise la recherche de ressources documentaires et une nouvelle collaboration entre les individus connectés, apprenants et pédagogues. Partage des cours et des connaissances en ligne, sites de professeurs, forums d'entraide et d'aide aux apprenants, formation numérique à distance et en présentiel, MOOC universitaires, etc. Dans le primaire et le secondaire, il émerge, avec le principe pédagogique de la classe inversée, de nouvelles pratiques pédagogiques qui sont cependant à interroger et encore à penser, mais très intéressantes. Et encore plus que jamais d'actualité, bien sûr. Ici, l'apprentissage devient collaboratif et social, le numérique devient l'interface qui permet de repenser les manières d'échanger, de comprendre, d'apprendre. On parle de réseaux sociaux d'apprentissage numérique collaboratif. L'apprentissage peut devenir collaboratif et social en partageant entre pairs les problèmes à résoudre, les savoir-faire, les savoir-être, et en allant se documenter ensemble. Alors, faisons un petit point pour conclure sur la classe inversée. Dans le modèle traditionnel d'enseignement, on donne un rôle actif à l'enseignant et une fonction plus ou moins passive à l'apprenant. Plus l'enseignant est actif, moins les apprenants se sentent impliqués, cela dit, dans le processus. La classe inversée vise à inverser les étapes, afin de donner le rôle actif aux apprenants et favoriser un apprentissage réussi. La classe inversée est une approche pédagogique qui inverse la nature des activités d'apprentissage en classe et à la maison, ce qui amène une modification des rôles traditionnels d'apprentissage. Autrement dit, les élèves doivent impérativement étudier leurs cours chez eux pour que les activités en classe deviennent plus concrètes pour eux. Durant les heures d'apprentissage, ces derniers ne feront que des exercices d'application et de découverte, mais avec la présence bienveillante et ressources de l'enseignant qui pourra apporter aux besoins son aide.
Ce n'est plus l'enseignant qui apporte des connaissances d'un nouveau chapitre, mais il aidera l'élève pour la compréhension des notions importantes et aura plus de temps pour suivre l'élève au cas par cas. L'enseignant joue donc le rôle de guide dans les apprentissages de l'élève. Il est encore impossible aujourd'hui, en l'état, de porter un jugement général quant aux bénéfices d'un tel dispositif. Les résultats d'observation étant très fluctuants en fonction des catégories sociales des élèves, de leurs niveaux scolaires initiaux et des disciplines enseignées. Certaines études relativisent l'impact et les bénéfices de l'inversion du cours qui serait en réalité le fruit de la pédagogie active qui accompagne la classe inversée. Toujours est-il que pour les enseignants, nouveaux ou anciens, c'est une innovation intéressante qui renverse les choses à partir d'un constat qui avait été fait notamment au collège, mais aussi dans certaines écoles élémentaires, à savoir les élèves ne font pas leurs devoirs à la maison, donc comment faire pour qu'ils fassent ces devoirs qui sont par ailleurs nécessaires pour qu'ils arrivent à apprendre et à réussir leurs apprentissages. Puisqu'ils ne le font pas à la maison, on va le faire en classe, mais nous n'aurons pas le temps d'effectuer en même temps la leçon, puisque le temps est contraint dans les collèges et lycées. Du coup, je réalise des capsules vidéo, des animations fort sympathiques, où très brièvement, des éléments de savoir vont être apportés, ils seront suffisants pour d'emblée mettre les élèves en situation de s'exercer, et moi, en tant qu'enseignant, je pourrais aider les élèves de retour en classe, sachant qu'ils auront certaines bases nécessaires pour effectuer des exercices, et je serai présent comme personne ressource pour apporter les éclairages nécessaires. Cela étant, à la suite de mon exposé, on observe du coup que la notion de construction de l'apprentissage par soi-même, l'idée que l'élève peut effectuer des recherches, des expérimentations, solutionner des problèmes, défier et réussir à vaincre une situation problème en travaillant seul ou en groupe, ce principe-là n'est pas forcément très présent sur la classe inversée, sauf peut-être de ménager des temps plus constructivistes sur de longues plages de classe inversée. Après, c'est toute l'aventure de l'innovation en pédagogie qui se joue. Il existe donc 4 grands modèles, ou même plus, donc j'en ai exposé bien plus que 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, modèles d'apprentissage, donc on le voit, la transmission de bouche à oreille, le constructivisme, avec comme illustration la carte mentale ou le travail en groupe, le connexionnisme qui va s'intéresser à des réseaux de savoir, à des champs conceptuels, comment les savoirs vont être mis en réseau dans le cerveau des élèves, des cerveaux actifs. Le behaviorisme, donc avec cet enseignant qui prend par la main l'élève pour l'aider à franchir des étapes intermédiaires et réussir son apprentissage, arriver à l'objectif visé d'apprentissage, et le connectivisme, ce que vous vivez actuellement d'une certaine façon, un enseignement autour du numérique, de la connexion Internet, qui peut passer donc de la vidéo enregistrée avec un texte lu comme présentement par l'enseignant, mais aussi de situations dans des MOOC où les étudiants peuvent s'interpeller entre eux autour d'un texte ou d'une étude de cas. On a aussi des possibilités d'apprentissage plus automatisées avec des QCM qui peuvent être mis au point sur les mêmes plateformes MOOC, et d'autres possibilités que la technologie chaque jour nous permet de démultiplier, rendant actifs bien sûr les étudiants et les élèves. C'est l'objectif. Donc finalement, ce qu'il faudrait retenir, c'est finalement rendre actif, c'est motiver les apprenants. Motiver les apprenants, donner du désir d'apprendre. Et ça, le désir d'apprendre, ce n'est peut-être pas par la passivité qu'on peut l'obtenir, sachant pour autant que construire du savoir est chronophage lorsqu'il s'effectue durant des temps de classe.
Donc voilà, il faut savoir jongler peut-être entre ces différents modèles, différentes possibilités. C'est peut-être tout l'art de l'enseignant professionnel de l'apprentissage.